Mesdames, Messieurs, permettez-moi de commencer avec un aveu après presque un demi-siècle d'expérience politique. Le pire moment de parler à un public, c'est celui après le repas de midi. Mais heureusement, aujourd'hui, l'enjeu est d'une importance telle qu'il sera certainement possible de capter votre attention. En effet, c'est à juste titre que nous parlons de plus en plus de la survie de notre planète. Nous savons presque tout, mais notre comportement n'en a pas encore tiré toutes les conséquences. Et ceux qui finalement vont être décisifs dans ce processus, ce sont les citoyennes et les citoyens. C'est eux qui finalement peuvent faire bouger les choses s'ils ont, à tort et hélas souvent à raison, l'impression que leurs responsables politiques ne font pas ce qu'ils devraient faire. Une chose est certaine, aucun des enjeux dont nous avons parlé déjà aujourd'hui, dont on continuera à parler, pourra encore être dominé par un État tout seul. Qu'il soit grand ou petit, ça ne joue aucun rôle, et certainement pas par ce continent qu'est l'Europe, qui est le deuxième, le plus petit continent, après l'Australie, et qui, par ailleurs, a la plus haute densité de frontières nationales. Nous devons nous unir pour relever les défis de demain. Et pour cela, nous avons besoin de l'Union européenne. Union européenne dont une large majorité des citoyens à laquelle une majorité des citoyens fait encore confiance, parfois plus qu'à leurs propres États. Mais quand on regarde les statistiques, que ce soit de la participation aux élections européennes ou des sondages sur la question du soutien pour l'Europe, il y a toujours entre 30 et 40% des gens qui ne font pas confiance à l'Europe. Et ça, c'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Parce qu'en réalité, l'Europe devrait atteindre une adhésion de l'ordre de 90%, comme on dit en Belgique, ou 90%, comme vous dites en France, si vraiment elle était à la hauteur des défis. Et c'est d'ailleurs cela qui est aussi l'élément qui favorise et qui renforce ceux qui plaident le repli sur soi, qui ne veulent plus de l'Europe, mais un retour aux États du siècle dernier et du XIXe siècle. Et ce qu'on vit actuellement en Grande-Bretagne est une illustration tout particulière de ce phénomène. Oui, il y a un combat entre les populistes anti-européens qui veulent éloigner l'Union des citoyens et celles et ceux qui défendent cette Union européenne avec toutes ses imperfections, mais par conviction, parce qu'il n'y a pas d'alternative souhaitable. Si on veut gagner ce combat, il n'y a finalement qu'un jugement final. C'est celui des citoyennes et des citoyens. C'est eux et personne d'autre. Et eux, là où ils vivent, dans leur village, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, qui décident finalement si l'Union européenne a une valeur ajoutée matérielle, intellectuelle ou émotionnelle pour eux. Et s'ils sont convaincus, ils vont soutenir l'unification européenne. Et s'ils ne sont pas convaincus, ils vont de plus en plus s'en écarter et rendre l'Union européenne responsable de tous les maux de ce monde. Pour réussir, il faut cependant faire plus qu'une union économique comme on l'a fait jusqu'à présent. L'union économique est importante, très importante, mais comme c'est prévu dans les traités, l'union sociale l'est autant. Et là, l'union a encore un grand chemin à faire si on prend une formule positive ou à échouer si on est peut-être plus réaliste. Elle a échoué parce que
il est absolument inacceptable et inconcevable en réalité que dans un continent qui est le plus riche du monde, il y ait encore entre un quart et un cinquième de la population qui vivent dans les environs du seuil de pauvreté. C'est inacceptable. Il faut que l'Europe contribue aussi à solutionner ce problème. Mais il y a aussi tous les autres défis, et celui de la durabilité est probablement celui qui a la plus grande importance, mais qui est aussi indissolublement lié aux enjeux sociaux auxquels je viens de faire allusion. Et si on veut réussir, il faut mobiliser tout le monde. Il faut certes mobiliser les 751 élus du Parlement européen. Il faut mobiliser les 10 000 parlementaires nationaux. Mais il faut surtout mobiliser et faire prendre part à la cause le million de responsables politiques qui travaillent tous les jours au niveau local et régional. Et pour ces mandats, il y a eu au moins 10 millions de candidats. Donc, si tout ce monde qui veut s'engager, malgré avec les difficultés qu'il y a, et la difficulté aussi d'en trouver encore parfois, comme on a entendu ce matin, en vue des élections communales en France, si on parvient à mobiliser ces gens-là, si on parvient à leur faire comprendre que le devenir de l'Union européenne, c'est autant leur affaire que celle du président ou de la présidente de la Commission européenne, alors nous sommes sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'il est important de reconnaître l'importance de la dimension des collectivités territoriales et de la considérer comme une véritable troisième dimension de la démocratie européenne. Chaque région, chaque ville, chaque commune, c'est aussi l'Europe. Dans chacune de ces régions, villes et communes, il faut penser à l'avenir de l'Europe de demain. Et il faut mobiliser ces 500 millions européennes et européens qui sont les habitants de l'Union. Et il faut le faire dans un esprit qui dépasse les égoïsmes individuels ou collectifs, mais qui s'inscrit vraiment dans une perspective de durabilité où les générations futures jouent un rôle très important. Au Comité européen des régions, c'est notre souci principal et depuis 25 ans maintenant, nous essayons d'être la voix et le visage de ces collectivités territoriales et de faire ce qu'il faut pour que leurs préoccupations soient prises en considération par les décideurs européens. Ça ne nous a pas toujours réussi comme on l'avait souhaité. On a aussi des succès, mais on a encore beaucoup à faire. Et j'ai eu d'ailleurs hier l'opportunité de présenter l'essentiel de nos points de vue à la nouvelle présidente de la Commission. Pour le Comité européen des régions, il est essentiel que les collectivités territoriales puissent participer à part entière à la construction européenne. Et c'est pour cela que nous proposons une nouvelle méthode de travail que nous avons appelée la subsidiarité active. Il faut parfois mettre l'Europe de sa tête sur les pieds, parce que l'Europe est à la fois et très souvent un nain et un géant. Un nain quand il s'agit des grands enjeux, et un géant quand il s'agit de régler des détails que les collectivités territoriales ou les États pourraient beaucoup mieux régler eux-mêmes. Alors, on peut dire que quand le soleil est assez bas, même un nain jette une ombre très longue, mais ça ne va pas sauver l'avenir de la planète. Non, il faut vraiment repenser fondamentalement la notion même de subsidiarité, et là, il y a un grand travail à faire. Il y a à rendre aussi une place plus importante aux collectivités territoriales de toute nature, que ce soit les quelques 300 régions que nous connaissons en Europe ou les 100 000 communes qui y existent. Et il faut aussi pour cela que le dialogue avec les citoyens prenne une forme correcte. Nous en avons discuté juste avant la pause de midi. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit à cette occasion.
Je voudrais simplement rappeler ici que le dialogue avec les citoyens peut être le meilleur et le pire. C'est mauvais quand c'est un pseudo-dialogue qui finalement ne fait qu'accroître les frustrations. C'est l'idéal si on parvient par ce biais-là à vraiment associer les citoyens à la prise de décision et à assurer aussi que leurs préoccupations, eux, soient les préoccupations des décideurs européens. Et pour cela, il faut un processus permanent et j'espère que le processus qu'on est en train d'envisager en perspective de cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Europe que les nouveaux dirigeants européens ont lancé, que ce processus de participation corresponde aux conditions nécessaires pour être une vraie participation citoyenne. Et ce qui a été dit aujourd'hui ici a vraiment indiqué très concrètement et précisément la bonne voie. Les collectivités territoriales sont en toute hypothèse l'endroit où le lien avec les citoyens peut être fait de la façon la plus solide. Je ne crois pas que la présidente de la Commission européenne peut téléphoner tous les jours aux 500 millions d'Européens. Elle ne peut pas téléphoner non plus aux 100 000 maires. Mais elle peut, via des structures de coordination et de participation, avoir un accès à ce monde, et c'est absolument indispensable. Si on sait par exemple que la large majorité des investissements publics en l'Union européenne est faite par les collectivités territoriales et que 65% des objectifs du développement durable, eux aussi, relèvent de la compétence de l'Union. Et on peut faire rien de vraiment efficace, que ce soit au niveau de l'insertion des migrants, que ce soit au niveau de la lutte contre le changement climatique, que ce soit au niveau de la digitalisation, sans vraiment associer fondamentalement les collectivités territoriales. C'est cela qui est important, qu'il faut faire. Et il faut aussi que l'Union mette assez de moyens à la disposition de cette tâche. Mais vous savez, quand on commence à parler de l'argent, l'amitié s'arrête très souvent. Mais croire qu'on peut, avec 2% de toutes les dépenses publiques en Europe, régler les grands défis de demain, c'est quelque chose de complètement fou. Mais déjà ça, ce fameux 1% du produit national brut de l'Union, pour l'Union européenne, est déjà trop pour certains. Donc il reste encore énormément de choses à faire. Quoi qu'il en soit, la mobilisation des citoyens est essentielle. Des événements comme celui que vous organisez régulièrement ici est fondamental. Et moi, je terminerai en disant, continuons sur cette voie comme nous l'avons fait et rappelons à tout moment que si les villes, les communes et les régions ont besoin de l'Europe, l'Europe a autant besoin des villes et communes et régions aussi. Merci beaucoup pour votre attention.